hydroélectrique de Gouina entre en production. Situé dans la région de Caï, l'infrastructure a été inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre par intérim et ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Le barrage d'une capacité de production de 140 MW a coûté 284 milliards de francs CFA. Mohamed Bouaré est le vainqueur du concours national de chansons d'hommage aux FAMA. 58 œuvres musicales ont été composées à cette occasion. Une initiative du ministère en charge de la culture qui a suscité un engouement et illustré le soutien du peuple malien aux forces de défense et de sécurité. Le monde a célébré aujourd'hui la journée internationale des personnes handicapées. Au Mali, la célébration a été une occasion pour la Fédération malienne des personnes handicapées, FEMA, de plaider pour un travail décent pour les personnes vivant avec un handicap. Professeur Drissa Diakité nous a quittés il y a de cela 5 mois. L'Académie des sciences du Mali continue de lui rendre hommage à l'occasion de la 3e rencontre. Une partie des œuvres de celui qui n'avait qu'un seul leitmotiv, servir le Mali, a été partagée. Samedi 3 décembre, bonsoir et bienvenue aux informations. Près de 284 milliards de francs CFA, c'est le coût du nouveau barrage de Gouina. L'infrastructure a été inaugurée ce samedi par le Premier ministre par intérim, représentant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le colonel Assimi Goïta. C'était également en présence de ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Le nouvel ouvrage va renforcer la capacité énergétique des pays bénéficiaires. À suivre au cours de cette édition, le récit de nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Aliou Touré qui viennent juste de regagner Bamako. Finale du concours national de chansons d'hommage aux forces armées maliennes. C'était hier après-midi au CICB à travers ce concours organisé par le ministère en charge de la culture. Les Maliens ont illustré leur soutien aux forces armées de défense. L'événement a été placé sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Reportage Alpha Mega. Et c'est l'œuvre musicale de l'artiste Mohamed Bouaré dit Zikiri Fimani qui arrive en tête. Au total, ils sont 58 artistes à travers toutes les capitales régionales du pays à compétir. Je voudrais également remercier tous les artistes qui ont d'une manière ou d'une autre apporté leur contribution à la construction de l'édifice national. Retenez tout simplement qu'à l'issue des compétitions, qu'il n'y aura ni perdant ni gagnant. C'est le Mali qui gagne. La meilleure manière de résister à cette tentative d'effacement de notre culture millénaire est de valoriser la beauté et la créativité culturelle de notre peuple, de renforcer le lien entre la nation et son armée, qui se veut une armée modèle, puissante, proche de son peuple, et pétri de hautes valeurs héritiers des ancêtres. Un concours national de chansons d'hommage aux forces armées maliennes et de sécurité. C'est inédit dans le pays, mais le contexte politique du Mali s'y prétend. C'est la nouvelle initiative du département de la culture pour apporter sa touche au combat national. Nous sommes réunis ici ce soir autour d'une vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, celle d'une armée malienne républicaine, moderne, toujours plus forte, bâtie sur le socle de nos hautes valeurs ancestrales. L'objectif recherché à travers ce concours est de raviver la flamme patriotique chez les soldats maliens, à raffermir leur foi en la nation à travers un chant épique. Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au ministre en charge de la culture qui a traduit en action concrète la vision éclairée de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Également chef suprême des armées, à faire de l'armée malienne une armée républicaine et moderne, en organisant avec professionnalisme ce concours lancé le 18 juillet 2022 et dont la finale se tient aujourd'hui. L'événement fut donc une preuve, un lien invisible qui unit tous les Maliens.
tout un constat qui permet de souligner avec force que l'armée, c'est la nation. L'occasion est agréable pour saluer et féliciter notre vaillante armée qui, depuis une année déjà, ne cesse de remporter des victoires éclatantes sur le terrain de la lutte contre la nébuleuse terroriste. Depuis son investiture le 7 juin 2021, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, s'est donné comme priorité, entre autres, la sécurisation du territoire national et l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées maliennes et de sécurité. Ainsi, il a instruit au gouvernement, à travers le ministère en charge de la culture, de célébrer, de glorifier et de magnifier nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité en organisant un concours de chansons anthologiques et épiques qui transcendent le temps et l'espace pour galvaniser et inciter davantage à l'action, à l'union sacrée, à la bravoure et au sacrifice ultime nos forces armées et de sécurité. La musique du Mali, c'est un hymne tendre et nostalgique de la bravoure et des hauts faits de vaillants guerriers, de notre armée et de son humanisme. Le parrain a saisi cela pour faire le parallèle avec la cérémonie. J'ai l'espoir que ces chansons vont résonner dans les villages les plus reculés du Mali comme un symbole de retour de l'État protecteur qui veille sur les citoyens. Ces magnifiques et émouvantes chansons, véritables chefs-d'œuvre musicaux et artistiques dédiés aux femmes, nous remplissent d'enthousiasme. Aussi, la cérémonie a été mise à profit pour lancer un message aux pensionnaires du Prytanée militaire de Kati, l'avenir et le devenir du pays en citant Corneille. Mourir pour son pays est un si digne sort que l'on briguerait en foule une si belle mort. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, vient de doter la Cour constitutionnelle en moyen roulant. Ce premier lot est composé de 5 véhicules Toyota. Il entre dans le cadre du projet d'appui aux réformes et aux élections PAREM, financé par le Japon à environ 1,5 milliard de francs CFA. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'organisation des élections libres et transparentes. Adama Djindé. 5 véhicules Toyota Hilux blanche, double cabine, flambant neuf. Ce don vient d'être remis à la Cour constitutionnelle par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur financement du Japon. L'initiative entre dans le cadre du projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali PAREM, d'une valeur d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Ce don de matériel roulant à notre institution rentre dans le cadre général des engagements des Nations Unies dans sa mission de soutien et d'accompagnement de notre pays, mais spécifiquement du renforcement des capacités logistiques d'une institution majeure de la République qu'est la Cour constitutionnelle. En vous remettant officiellement ces véhicules au nom du peuple et du gouvernement japonais, je tiens à vous dire que le Japon est heureux de soutenir les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de refondation de l'État et de retour à l'ordre constitutionnel. Le PAREM a pour objectif de contribuer à l'organisation des élections électorales et référendaires crédibles et transparentes. Selon son représentant, la présence du PNUD témoigne de l'importance du partenariat avec notre pays pour l'accompagner dans ses efforts de conduite et de sortie de la transition. Nous devons tous travailler en équipe et bâtir la confiance pour une organisation de soutien juste, crédible, inclusive au bénéfice du Mali et de ses populations. Un second lot composé de matériel informatique et d'un 6e véhicule est attendu d'ici février 2023. Le rapport 2021 sur l'état de la concurrence au Mali était au centre d'un atelier pour sa validation. Ce rapport traite notamment les questions relatives à la réforme en matière de concurrence et aux enquêtes réalisées sur la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Compte rendu Nofrom Sissoko. L'élaboration des rapports annuels sur l'état de la concurrence s'inscrit dans le cadre du suivi de l'application des règles de la concurrence au sein de l'espace UEMOA.
Ainsi, la coopération entre la Commission de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence fait obligation à tous les États membres de produire un rapport sur l'état de la concurrence au niveau national. Ce rapport 2021 du Mali soumis pour validation est consacré à la réforme en matière de concurrence, aux résultats des enquêtes réalisées dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et à la coopération entre la structure nationale de concurrence et les autres institutions au niveau national, sous-régional et multilatéral. Les pratiques anticoncurrentielles sont constatées par saisine directe de la Commission de l'UEMOA ou de la CEDEAO ou à travers des plaintes déposées au niveau de la Direction générale du commerce et de la concurrence. Donc l'objectif de cette lutte, c'est pour assainir le marché. Un marché concurrentiel permet de diversifier les sources d'approvisionnement du pays. La Direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation est fortement impliquée pour l'atteinte des objectifs en matière de régulation de la concurrence. Ces efforts se traduisent par la coopération avec la Commission, la CEDEAO et de l'UEMOA qui gardent l'exclusivité en matière de constatation des infractions et de répression des pratiques de concurrence. La structure nationale de concurrence a participé aux côtés de l'UEMOA à plusieurs enquêtes en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et prend part aux réunions des différents comités consultatifs communautaires de la concurrence. Cet atelier doit permettre aux acteurs de la structure nationale de la concurrence d'émettre des observations sur le document en vue de son amélioration. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 3 décembre la Journée internationale de la personne handicapée. La Fédération malienne des personnes handicapées, FEMA, a fait un plaidoyer pour le travail décent pour les personnes vivant avec un handicap. Les temps forts de cette célébration avec Salif Ouedraogo. La Fédération malienne des personnes handicapées, FEMACH, met en avant ses préoccupations pour magnifier le 3 décembre, journée dédiée à la personne vivant avec un handicap. L'occasion est mise à profit pour sensibiliser à travers les sketchs et les slams sur les questions liées au handicap et attirer l'attention sur les avantages d'une société inclusive et accessible à tous. La prise en compte de la dimension handicap dans les différents programmes, dans les réformes électorales, dans la nouvelle constitution est une nécessité pour une inclusion effective. La création d'une ligne budgétaire pour le financement de l'inclusion du handicap dans les programmes sectoriels de l'État pour la FEMA, ses démembrements et ses membres associés. La mise en place du Comité national de suivi du décret 2021-062 PTRM du 23 septembre 2021. Des préoccupations auxquelles la ministre en charge de la fonction publique a prêté une oreille attentive. Le gouvernement du Mali est résolument engagé à faire du handicap une question nationale. Et cela se traduira et se renforcera à travers les réformes en cours. Nous devons veiller au respect de leur dignité et de leurs droits, ainsi qu'à leur bien-être, conditions essentielles de l'égalité et de la justice. Le handicap est un problème de développement auquel nous devons nous attaquer pour atteindre tous les objectifs convenus au plan international et au plan national. Cette journée était opportune pour la FEMACH d'honorer Madame la ministre avec un tableau d'honneur. Le clou de cette fête a été une partie de communion et de danse. Les membres du comité de pilotage du projet Coton avec le travail décent sont réunis en session ordinaire à la Direction nationale du travail. La séance porte sur l'examen et l'adoption du rapport final du projet et la formulation des recommandations à l'intention des partenaires et du Mali en faveur de la promotion du travail décent dans les pays producteurs de coton en Afrique et en Amérique latine. Reportage Jules Sambo-Sissoko. Le comité de pilotage du projet Coton avec le travail décent en Afrique et en Amérique latine au titre de l'année 2022 doit examiner et adopter le rapport final du projet et formuler des recommandations à l'endroit du BIT, de l'Agence brésilienne de coopération et du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. L'avènement de ce projet au Mali
a permis la réalisation d'un certain nombre d'activités, entre autres la réalisation de voyages d'échange d'expériences, sanctionnés par l'implémentation de l'expérience brésilienne du groupe mobile de lutte contre le travail des enfants, l'équipement des groupes mobiles à travers la remise de 10 motos, l'accompagnement dans la lutte contre la Covid-19 en milieu de travail à travers la mise en place de la checklist et la formation des inspecteurs du travail sur cette checklist, la formation des inspecteurs du travail à l'École nationale d'administration qui est en cours présentement. Le projet Coton avec le travail décent concerne des pays qui partagent des défis et enjeux de développement. Essa experiência foi adaptada para a realidade. L'enjeu, l'intérêt de pouvoir institutionnaliser ce groupe mobile, qui est une expérience qui existe déjà au Brésil, qui a dûment été adaptée aux réalités maliennes. Et là, il n'y a que son institutionnalisation, la signature qui manque. Nós sabemos que é processo interno. Pour rappel, le projet Coton avec le travail décent découle du programme de partenariat Brésil Organisation internationale du travail pour la promotion de la coopération sud-sud lancé en 2009. Fin des journées du poisson au Mali sous de bons auspices. Les 10 journées ont permis aux acteurs de réfléchir sur comment booster davantage le sous-secteur pêche au bénéfice de toute la chaîne d'intervention. Plusieurs acteurs étatiques et privés ont pris part à la rencontre. Une course de pirogue a été organisée à l'occasion. Boubacar Kanouté. La première édition des Journées du Poisson se termine sur une bonne note. Pendant 3 jours, les acteurs de la filière poisson se sont retrouvés pour réfléchir sur les défis en vue d'augmenter les investissements pour le développement et la promotion du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture en général. Ce cadre rime bien avec la vision des autorités du pays qui entendent faire ce secteur la vitrine de notre économie. Je voudrais tout d'abord vous témoigner que le président de la transition a une pensée profonde envers cet événement, une première dans l'histoire de notre pays. Je me réjouis du vrai engouement que ces journées ont suscité chez l'ensemble des populations de notre pays et particulièrement les communautés des pêcheurs. 5 des régions administratives et le district de Bamako ont pris part à l'événement. 132 exposants ont été présents avec 33 stands occupés et plus de 1100 visiteurs par jour ont été recensés. Les journées du poisson sont aussi une opportunité pour les habitants de Bamako en général et de la commune 5 du district de Bamako, en particulier de profiter de 3 jours de foires, expositions, conférences, débats, d'animation culturelle et de la course aux pirogues. Le poisson a été magnifié dans toutes ses splendeurs, chanté et magnifié sous le contrôle des maîtres des eaux. Je veux dire les Bozo à travers leur association Bozo Kabou. Ça nous paraît très symbolique et nous l'avons salué. Nous avons compris que désormais, les acteurs de la pêche et les membres de la communauté de culture Bozo ont obtenu une attention du gouvernement pour prendre en charge leurs préoccupations. La course du pirogue sur les notes musicales du Kanagari Mopti et de l'artiste Youssouf Tapo, le prix du président de la transition, colonel Assimi Goïta, a été remporté par Bozola qui empoche la somme de 750 000 francs CFA, suivi du quartier sans fil et de Selenke. Le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, tient sa 7e session du Comité national de pilotage. En 2022, malgré la difficulté rencontrée, notamment celle liée au décaissement des fonds, le projet a réalisé 61% de ses activités à la date du 31 octobre, un chiffre que la coordination compte relever d'ici la fin de l'année. Batraouré et Sidi Modibo Dameli. La phase 2 du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, est à sa 2e année d'exécution. Financé par la Banque mondiale, le budget 2022 s'élève à plus de 16 milliards de francs CFA. Privé de décaissement pendant 5 mois, le projet Suède-Mali a réussi à maintenir ses activités sur le terrain. De la mise en œuvre de la stratégie de communication pour un changement social et comportemental en faveur de la santé, la reproduction et de l'autonomisation des filles et des femmes qui a permis de toucher plus de 6 millions de personnes exposées au message à travers la campagne Strong Together.
de la poursuite de la diffusion des messages sur les radios communautaires, l'organisation des prêches dans les mosquées et dans les églises et radios communautaires en cours d'installation dans des zones d'intervention du projet à faible couverture radiophonique. Le projet a fait une réalisation totale de 10 milliards 196 millions 620 137 francs CFA, soit un taux d'exécution de 61%. Ce taux, le projet compte bien le relever d'ici la fin de l'année. Sur les 30 prochains jours, nous comptons améliorer significativement le taux d'exercement à travers l'installation des filles dans des activités génératrices de revenus et particulièrement les activités d'embauche pour lesquelles les formations sont déjà bouclées, les conventions sont signées avec les fournisseurs et les filles sont prêtes aujourd'hui à recevoir tout le bétail qui leur sera offert pour ces activités d'embauche. Le secrétaire général du ministère en charge des questions des populations n'a pas manqué de féliciter l'équipe du Suède Mali pour ses succès reconnus par le bailleur de fonds, la Banque mondiale, et aussi les autres pays bénéficiaires du projet sous-régional. L'Académie des sciences du Mali vient de tenir la 3e séquence de la série d'hommages au professeur Drissa Diakité qui nous a quittés il y a de cela 5 mois pour l'occasion d'une partie de l'immense œuvre de recherche scientifique de celui qui n'avait qu'un seul leitmotiv, servir le Mali, a été partagée. Bemba Sibi nous en parle dans ce reportage. Un livre qui ne mérite pas d'être relu ne mérite pas d'être lu. Et le livre de la vie du professeur Drissa Diakité, arraché à notre affection il y a 5 mois et révisité par ses pairs de l'Académie des sciences du Mali. Ceci à la faveur de la semaine d'hommage qui lui est consacrée. Professeur polyvalent, son investissement passionné a fait de lui une référence dans le domaine de la recherche en histoire, en linguistique, dans le management universitaire. Il a défendu sans relâche à la fois les traditions orales ainsi que les méthodes d'y accéder. Le professeur Drissa Diakité, l'historien, le scientifique, a laissé à la postérité une immense contribution scientifique à travers ses multiples publications, dont la dernière intitulée « Repères pour le Mali, aspects d'histoire et de culture » a été éditée à titre posthume aux éditions La Sahélienne. Son héritage, c'est aussi son courage intellectuel et scientifique. L'homme n'a pas hésité à considérer les traditions orales comme source d'histoire ou encore à se battre pour la promotion des langues nationales. Militant de la cause des langues nationales et spécialiste de l'étude de ces langues et de leur utilisation effective dans le système éducatif. Le professeur Drissa Diakité était très engagé dans la promotion des langues nationales maliennes. Au lieu d'aller citer des auteurs comme Machiavel, comme les Saint Thomas d'Aquin, nous pouvons citer les œuvres de Drissa Diakité qui sont d'une profondeur parce que les analyses portent à la fois sur la philosophie politique mais aussi sur la science politique. Il essaie de démontrer dans certaines de ses œuvres quelles sont les qualités du bon dirigeant, mais dans d'autres œuvres, Drissa Diakité fait une analyse clinique du pouvoir. Le natif de Baraouli est aujourd'hui le plus présent des absents car ses œuvres continuent de nous inspirer à l'instar de ses recherches sur les questions ethniques comme élément d'unification d'une nation. Visite du chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra, dans la 3e région militaire de Kati. Le but était de faire passer le message de soutien du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux troupes. Une visite mise aussi à profit par le chef d'état-major général des armées pour s'enquérir des conditions de travail des hommes. Pour plus de précisions, écoutons le commandant de la 3e région militaire de Kati, le colonel Boubacar Yansouari et Sanogo, au micro de nos confrères de la DIRPA. Une grande fierté de recevoir le général général des armées au niveau du PC de la région militaire numéro 3. C'est pour nous une marque de confiance et une marque de considération que le général a sur ses grands subordonnés. Donc cette visite nous réconforte et nous donne plus de courage et plus d'engouement, plus de volonté à continuer sur le chemin qui nous est vraiment assigné, à savoir notre mission régalienne qui consiste à la défense de l'intégrité du territoire malien, la protection des personnes et de leurs biens. En cette zone de la défense numéro 3, le moral de la troupe est au beau fixe. Les hommes sont pleinement engagés, comme vous l'avez constaté lors de la visite, à poursuivre cette dynamique
offensive caractérisée par la montée en puissance avec l'acquisition des nouveaux moyens et l'affectation du nouveau personnel. Et grâce à la volonté des plus hautes autorités, donc ce qui nous a permis d'engager des succès conséquents sur le terrain et contre l'ennemi. Le combat que nous menons aujourd'hui, la population se trouve au centre de ce combat. Donc le succès militaire escompté ne peut être atteint sans l'apport, sans l'accompagnement de la population. Par rapport aussi à l'accompagnement de la population pour nous aider dans le cadre de l'acquisition de l'information par rapport aux activités ennemies dans les villages et environnants. Dans la région de Tombouctou, les autorités régionales et leurs partenaires, la MINUSMA s'active à Gourma-Rarousse pour rendre opérationnelle l'administration, la justice et les services sociaux de base. À cet effet, plusieurs projets sont mis en route, notamment dans les domaines de l'accès à l'eau potable, la promotion des activités génératrices de revenus pour les femmes et de l'emploi des jeunes, entre autres. Ouartem Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Le gouverneur de la région de Tombouctou, le commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, dans le cadre de sa prise de contact avec les populations de sa circonscription administrative, s'est rendu à Gourma-Rarousse. Lors de cette visite, il était accompagné du chef de bureau de la MINUSMA de Tombouctou qui a magnifié les bons rapports de collaboration avec les autorités régionales et l'institution onusienne. Dans le cadre de notre soutien aux efforts des autorités régionales pour la stabilisation de la région de Tombouctou en général, et le cercle de Gourma-Rarousse en particulier. Les actions de la MINUSMA renforcent l'action gouvernementale pour la restauration de l'autorité de l'État ainsi que l'accès progressif des populations aux services sociaux de base. Dans son adresse à la population de Gourma-Rarousse, il a signalé les actions entreprises par la MINUSMA dans le cadre de l'accès aux services sociaux de base des populations. Ici au niveau de Rarousse, j'aimerais citer le projet de relance des activités socio-économiques des femmes et des jeunes de Rarousse d'une valeur de 112 894 873 francs. D'autres projets sont en cours de validation et le lancement aura lieu dans quelques semaines. En plus de ces réalisations, la MINUSMA ambitionne de lancer avant le mois de février d'autres projets dans la région de Tombouctou qui sont financés en soutien aux efforts du gouverneur. Les autorités régionales se réjouissent de la réussite de cette visite qui aura permis de rassurer les populations quant à la prise en compte de leurs préoccupations, notamment le développement et les aspects sécuritaires. Le bilan est positif. Je remercie l'ensemble de la population du cercle de Gourma-Rarousse. Ils ont profité pour poser un certain nombre de doléances. Nous les avons pris bonne note et comme je l'ai dit, ces doléances avaient été portées à notre connaissance depuis très longtemps et que aussi à notre tour, nous avons fait les devoirs de transmettre ces doléances-là aux plus hautes autorités de la transition. Aussi, la population m'a rassuré. La réouverture de toutes les écoles, les caps de Gourma-Rarousse déjà, c'est qu'il n'y a aucune école fermée dans sa circonscription. Il reste maintenant les écoles qui se trouvent dans les caps de Gossi. Et là aussi, les directeurs de l'académie nous rassurent que les dispositions sont en cours pour que les enfants puissent rejoindre les salles de classe. Pour un retour de la paix et du développement, le responsable onusien demande à la population de soutenir les autorités régionales. Ici à Bamako, la ministre de la Santé et du Développement social a rendu visite ce samedi au quintuplé né au CHU de Gabriel Touré. Il y a de cela 4 mois. Les conditions de vie des 5 bébés, 4 garçons et une fille sont satisfaisantes car ils se portent tous bien. Pour plus de détails, écoutons Madame la ministre de la Santé et du Développement social. Elle est au micro de Koumba Sissi. Je suis venue voir les bébés qui sont nés au CHU Gabriel Touré. Donc, il y a un peu plus de 4 mois, ils sont nés en juillet 2022. Donc, ils sont 5 bébés, donc les quintuplés, qui sont nés dans les meilleures conditions. Donc, la maman a été référée de l'intérieur de Mandiakoui vers Bamako. Et donc, elle a passé tout un temps pendant la grossesse ici au CHU Gabriel Touré jusqu'à l'accouchement qui s'est très bien passé. Les bébés aujourd'hui se portent très bien. Donc, je voudrais féliciter les parents, souhaiter longue vie aux bébés au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre, au nom de tous les membres du gouvernement. Féliciter l'équipe du CHU Gabriel Touré
la pédiatrie et la gynéco-obstétrique, donc toute l'équipe qui a travaillé, toute la direction, tout le personnel du CHU, qui a été professionnel. Donc je pense que c'est la première fois au Mali et qu'une telle chose arrive, qu'une mère puisse accoucher dans les meilleures conditions de 5 bébés en même temps et que les bébés soient bien portants. Ils sont prêts à quitter les établissements de santé aujourd'hui, donc prêts à quitter le CHU Gabriel Touré. Leur état de santé le permet. Donc c'est vraiment les félicitations des plus hautes autorités à l'endroit du CHU Gabriel Touré. Donc je l'ai dit, la pédiatrie, la gynéco et tous. Et aussi dire que l'objectif évacuation zéro est possible au Mali. Est possible au Mali, ça c'est un exemple que notre système peut faire aussi des prouesses. Et le gouvernement va continuer, Inch'Allah, à soutenir les parents donc, pour la prise en charge des bébés. Donc le papa nous a dit tout de suite quelques préoccupations qu'ils ont et Inch'Allah, notre accompagnement ne fera pas défaut parce que je suis là au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre et au nom de tous les collègues membres du gouvernement de transition. Point Covid. Ce 3 décembre 2022, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 333 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Producteurs de Sélingué à l'école de l'outil informatique. Ils sont plus de 3000 producteurs à pratiquer l'application Rice Advice, un outil d'aide à la décision à base Android qui permet non seulement d'avoir des données sur son champ, mais aussi de suivre les bons conseils sur la production du riz. Saloum Konaté. Quand l'outil informatique s'impose comme une nécessité dans le secteur agricole, cette exigence devient encore plus réelle au niveau de la production de la sémence. Les élèves producteurs l'ont bien compris. Menus de leur tablette, ils s'activent pour produire une sémence de haut rendement au bonheur des producteurs. Déjà, Djelika Keita, une Nyéléni de Sélingué, récolte les fruits de l'expertise de ses élèves. Le rendement de son champ de riz passe de 49 sacs l'année passée à près de 70 sacs cette année. Je suis dans ce domaine depuis plus de 20 ans, mais cette année, je suis vraiment satisfaite. D'abord, j'ai fait ma pépinière en début de mois et 15 jours après, j'ai fait le repiquage. L'engrais de fond juste après le repiquage et l'urée est intervenue après. Concernant mon premier espace, je n'étais pas réceptive au conseil des moniteurs. Mais pour ma deuxième parcelle, j'ai fait correctement les choses et mon riz Nénéka pousse à souhait. D'où la différence entre les deux champs. Sur les traces de Djelika Keita, plus de 3000 autres exploitants de la zone de Sélingué Barrage et Manikura. Ils bénéficient des conseils pratiques du projet AICRA à travers l'outil Rice Advice. C'est un projet en fait d'accélérer la diffusion des technologies climato-intelligentes auprès des producteurs, surtout dans la riziculture. Un certain nombre de technologies ont été développées par la recherche, telles que les nouvelles variétés, les pratiques agronomiques et aussi quelques outils digitaux que nous utilisons, tels que l'outil Rice Advice, qui est un outil d'aide à la décision et qui donne des conseils de bonnes pratiques agricoles. Le projet AICRA a été mis en place par la Fondation Syngenta. Il couvre les régions de Ségou, Sikasso et Koulikoro. Le but de ce projet est de faire face aux effets du changement climatique. La cérémonie de remise des récompenses du prix Maxi Vacances édition 2022 a eu lieu ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampatiba. Après son lancement le 25 août 2022, les heureux gagnants ont été honorés par des distinctions. Mantia Traoré, Moussa Togo. Démarré en 2003, Maxi Vacances est une tribune offerte par l'ERTM et ses sponsors à la jeunesse malienne afin que celle-ci exprime mieux ses talents. L'idée c'est quoi? C'est pouvoir occuper. Vous savez, tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants en vacances, même au village. L'émission permet aux enfants d'occuper le temps de ses enfants pendant le temps des vacances. Et nous, en tant qu'ERTM, on a une mission de service public. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, on doit l'assurer. L'émission Maxi Vacances est une émission de divertissement. C'est pour permettre à la jeunesse malienne de joindre l'utile à l'agréable, de profiter des vacances pour se divertir, mais également pour porter la réflexion. Aujourd'hui, quand j'ai écouté les slameuses, j'avais la chair de poule à un moment, parce que les mots que j'ai entendus, les propos que j'ai entendus, franchement, nous avons une jeunesse qui a la prise de conscience aujourd'hui.
malgré les difficultés traversées par le pays, la jeunesse a conscience des difficultés et on dit l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse et nous pouvons compter sur cette jeunesse. Cette édition, placée sous le thème Malikoura, le rôle de la jeunesse dans la construction citoyenne, a pour objectif de rassembler les jeunes et de les sensibiliser par rapport à la citoyenneté. Après avoir franchi l'étape du casting, du concours, quelques candidats, par leur courage et détermination, s'y sont démarqués des autres en se classant meilleurs de leur catégorie et en recevant des récompenses. Les prix, c'est une bonne chose parce que ça permet de créer l'émulation et aussi encourager les uns et les autres à percevoir et à faire plus d'efforts pour être là chaque année. Je pense que je l'ai dit à l'entame de mes propos, ceux qui n'ont pas été là cette année, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas démérité, mais cela veut dire simplement qu'ils doivent faire plus d'efforts pour que l'année prochaine ils puissent être là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jeunesse est au cœur de la stratégie d'Orange Mali, tant au niveau commercial qu'au niveau de notre stratégie RSE. Puisque nous soutenons aujourd'hui les plus grandes activités concernant la jeunesse au Mali. J'invite tous les jeunes artistes en herbe de venir participer à Maxi Vacances parce que de 1, ça t'apprend et de 2, tu seras un peu plus habitué au public en fait. Le thème choisi cette année cadre parfaitement avec le contexte actuel de notre pays. À cet effet, les organisateurs entendent renforcer davantage le concept de Maxi Vacances afin d'inciter la jeunesse à pratiquer une bonne citoyenneté pour porter haut l'esprit du changement prôné par le Malikoura. Vivement l'édition 2023. Je vous l'annonçais en début d'édition, près de 284 milliards de francs CFA, c'est le coût du nouveau barrage de Gouinan. L'infrastructure a été inaugurée ce samedi par le Premier ministre par intérim, représentant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le colonel Assimi Goïta. C'était également en présence de ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Aliou Touré. Ce jour 3 décembre 2022 est une date historique qui sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de notre organisation commune. On fait le sport. En effet, c'est un moment fort dans la vie de notre organisation et qui vient de fêter son cinquantenaire le 11 mars 2022. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de l'OMVS qui, dans un élan visionnaire, se sont retrouvés le 24 mars 1968 à l'Abbé en République de Guinée pour approuver le statut général de l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Cet acte de foi des présidents feu Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta, Mokhtar Ould Dada et Léopold Sédar Senghor a été déterminant dans l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal et l'intégration des peuples qui y vivent. Ils ont incontestablement marqué l'histoire du continent à travers la création de l'OMVS. L'ouvrage de Gouinan est le 4e barrage de l'OMVS et son 3e barrage hydroélectrique. Avec la présente réalisation, l'OMVS vient d'aménager près de la moitié de ses sites de barrages hydroélectriques. Cet ouvrage est considéré comme un maillon de ce qu'on appelle les ouvrages de seconde génération. Ce barrage a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen de 607 gigawattheures. Son coût total est d'environ 284 milliards de francs CFA, dont 248,9 milliards de francs CFA financés par Exim Bank de Chine et 34,5 milliards de francs CFA par la Société de gestion de l'énergie de Manantali, la SOGEM. Cette production associée à celle de la centrale de Fellou augmentera la capacité de production de Manantali de 200 à 340 MW. Ce barrage aura pour effet d'entraînement dans le secteur de l'énergie, dans l'espace OMVS. En effet, pour faire transiter l'énergie de Gouinan, l'organisation a mis en place un projet dénommé Manantali 2. Et ce projet vise les objectifs suivants. Augmenter la capacité de transit de l'énergie
dans le réseau, favoriser les échanges d'énergie dans le cadre du marché d'énergie sous-régional et enfin, renforcer les capacités de la SOGEM. Il comprend entre autres la construction de 3 lignes. Au demeurant, j'encourage les instances de l'OMVS à diligenter les travaux de ce projet. Reportage complet sur cette inauguration dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux. Parlons